Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RP Média. Bienvenue à l'émission Un livre, une histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec un grand honneur l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, qui vient parler de son cinquième livre, donc intitulé Jeunesse africaine, le grand défi à relever. Et donc, Monsieur Mara, ancien Premier ministre, a écrit un livre de 381 pages. Donc, ça signifie qu'il avait beaucoup de choses à dire. Il parle de la jeunesse africaine, il parle de beaucoup de jeunes, de ce qui ne va pas dans la jeunesse, des freins à son épanouissement, des politiques à mettre en place pour cette jeunesse-là et de tout un certain nombre de mesures à apporter afin que cette jeunesse-là soit partie prenante de la construction des États et donc du continent. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Comme je l'ai dit, c'est un honneur de vous avoir sur notre plateau chaque fois que vous Gentil. venez à Paris. Vous êtes suffisamment venu sur notre plateau pour témoigner du respect que vous avez pour notre média, qui est un média jeune, mais qui cherche à avoir sa place. Donc, merci de venir parler de votre livre. Vous avez choisi le thème jeunesse africaine, vous-même étant jeune, à peine 42 ans. Pourquoi ce thème-là parmi tant d'autres, pour en faire un livre? Vous l'avez dit, je suis jeune moi-même. J'ai 41 ans et 2 mois. Et j'ai eu la chance d'exercer certaines responsabilités, aussi bien des responsabilités locales, maire, conseiller municipal que national, ministre. Et j'ai été toujours interpellé par la problématique de la jeunesse, dans notre pays d'abord et ensuite ailleurs sur le continent, en ce sens que les jeunes constituent la majorité de la population, tout le monde le sait, et une majorité qui s'élargit, puisque la population se rajeunit, elle ne vieillit pas du fait de la vigueur démographique. Et cette jeunesse, je la sens un peu mal dans sa peau, pas à l'aise dans la société, pas à l'aise vis-à-vis des élites, évidemment, et de plus en plus encline à se réfugier dans le déni des réalités. Et se réfugier dans le déni des réalités peut amener sur des voies sans issue, comme on le sait, le terrorisme, le banditisme et autres. Donc j'ai voulu apporter ma pierre à l'analyse de la situation. Qu'est-ce qui fait que la part majoritaire de la population se sent exclue de la société, se sent déconsidérée, pas suffisamment écoutée, et au point de virer dans des attitudes extrêmes et destructrices. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour que cette part majoritaire soit centrale dans la société, soit incontournable, soit productive, et puisse quelque part aussi entraîner la société dans son sillage. C'est un vaste programme, ce n'est pas évident, mais j'ai voulu m'essayer à cet exercice et le fruit de cet En tout exercice. cas, la population africaine est estimée en 2015 à 1,157 milliard habitants sur 30 millions de kilomètres carrés. Et comparé à la population européenne qui est de 745 millions d'habitants sur 22 millions de kilomètres carrés. Pourtant, dans votre analyse, dans votre livre, vous avez diagnostiqué le fait d'une croissance élevée des taux de natalité et d'une croissance élevée en tout cas de la population serait un frein. Sachant que dans cette même Afrique-là, quand vous prenez la plupart des pays tels que le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ce sont des pays à forte population. Et ce sont les pays qui ont les indices de développement les plus élevés. En tout cas, ce sont les pays qui tirent l'Afrique vers le haut. Est-ce qu'il n'y a pas un double sens dans cette analyse-là qui veut que la forte population de l'Afrique, le fort taux de naissance et la non-maîtrise peut-être des taux de mortalité soit un véritable problème? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Ça, vous soulignez vraiment à juste titre l'ambiguïté de la question démographique. Vous avez toujours deux thèses qui s'affrontent dans la question démographique. Une thèse qui dit, en Afrique, on fait trop d'enfants, on a une démographie galopante, ça crée beaucoup de charges pour la société, ça crée beaucoup de charges pour l'État, et finalement, ça entraîne tout le dispositif public vers le bas, parce qu'on n'arrive pas à fournir les services appropriés au grand nombre d'enfants qui arrivent dans la société. Ça, c'est une thèse. J'explique en quoi cette thèse peut être considérée comme pertinente. Il y a l'autre thèse qui consiste à dire, finalement, plus on a de population, plus on a de main-d'œuvre, plus on a d'énergie,
plus on a de marché, donc plus on a d'opportunités offertes à la production, à la consommation. Et de la concurrence aussi. Et au développement. Et là, vous avez cité si justement l'Éthiopie, le Nigeria, ou moi-même je dis dans le livre, si le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique sur le continent, il le doit plus à sa population qu'à son pétrole. Donc la question finalement, c'est que chacune de ces thèses est justifiée. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer d'évoluer, comme dans beaucoup d'autres domaines, entre les deux, en adaptant les concepts aux réalités locales et à l'environnement, avoir des politiques démographiques qui n'ignorent pas le poids de la démographie sur la société, mais qui fera aussi attention à ce que nous ne tombions pas dans des travers, comme c'est le cas par exemple au Japon, où la population vieillit, où le nombre d'inactifs finalement devient important par rapport au nombre d'actifs, ce qui risque d'entraîner là aussi des cauchemars démographiques, comme je le dis. Donc il s'agit de gérer de manière intelligente entre ces deux concepts, avoir un taux de progression démographique important, mais sans que ce taux puisse dépasser la capacité de traitement et de gestion. Vous avez parlé de seuil critique en termes de points critiques parlant de démographie. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas sortir de ce point-là? Parce qu'apparemment, ce point serait positif. Donc, il ne faut pas être en deçà ou au-delà. Le point critique, en fait, c'est le seuil à partir duquel nous avons une croissance démographique bonne qui permet le renouvellement des générations sans que ce renouvellement ne dépasse la capacité de fourniture des services de la collectivité. Donc, que nous puissions être dans un processus permanent de ce qu'on appelle dividende démographique, transition démographique, c'est-à-dire une concomitance entre une natalité dynamique et une mortalité maîtrisée, mortalité infantile maîtrisée. Que nous ayons des enfants en nombre suffisant sans que la mortalité infantile puisse décimer une bonne partie de ces enfants. Aujourd'hui en Afrique, c'est ce qu'on a. Et aussi que le ratio actif-inactif puisse être supportable pour la collectivité. Voilà. Et vous disiez dans l'introduction de votre livre que ainsi, l'Afrique, notamment la partie subsaharienne, parvient difficilement à passer la concomitance d'une forte fécondité et d'un taux de mortalité élevé à celle de la baisse du taux de fécondité et du taux de mortalité infantile. Elle a donc du mal à effectuer sa transition démographique pour passer à la phase où progressivement se perdrait le réflexe d'accroître sa progéniture au profit du choix raisonné de donner à un nombre limité d'enfants plus de chances de grandir en bonne santé, d'aller à l'école, d'acquérir des compétences et de devenir adultes qualifiés. En fait, si cette analyse-là était une analyse afro-africaine ou maliano-malienne ou ivoiro-ivoirienne, c'est-à-dire que de temps en temps, on a l'impression que le développement est un concept occidental. Le développement de l'Afrique, en fait, l'Afrique n'a pas à se comparer à une autre partie du monde. Certes, nous sommes dans un concert où il y a une interaction, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que depuis le temps, il y a 50 ans, donc on va considérer qu'il y a échec, est-ce qu'il ne faudrait pas modéliser d'autres formules, d'autres façons d'être développées? Tout à fait. Et on a avant de vous laisser continuer, le fait que l'Afrique soit un continent où la majeure partie de la population est jeune, c'est certainement une chance parce qu'aujourd'hui, vous avez cité le Japon, l'Europe aussi cherche à avoir ce ratio-là d'actifs, inactifs très élevé. On va dire en Afrique, ce sont des actifs non occupés. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour inverser la tendance de sorte que ces actifs-là soient des actifs productifs? Là où je disais tout à l'heure que vous avez raison, c'est que le concept de développement doit être repensé. Avoir un taux de croissance important n'est pas forcément synonyme de développement. Si la richesse est accaparée par une partie infime de la population. Il faut que la majeure partie de la population puisse être soignée, éduquée, formée, de sorte qu'elle puisse contribuer à l'effort collectif. Et que aussi le développement ne soit pas seulement la création de richesse et de la production, mais le développement soit aussi le bien-être, le sentiment d'être utile, le vivre en harmonie au sein de la société, avoir d'autres valeurs que des valeurs matérielles. Donc là, effectivement, à ce niveau, nous avons besoin en Afrique de mener
des réflexions sur quel type de développement. Surtout maintenant où on parle en plus d'écologie, de protection de la nature ou d'autres éléments. Là, vous avez raison. La seconde partie de la question, c'est toute la problématique du continent. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les bras valides que nous avons, que ces bras valides puissent être occupés une bonne partie de l'année et puissent avoir des revenus en contrepartie. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le chômage qui est le problème en Afrique, c'est le sous-emploi. Si vous regardez les zones rurales, vous vous rendrez compte que les gens travaillent en moyenne dans certains espaces 4 mois de l'année, 5 mois de l'année. Le reste de l'année, ils sont improductifs et ils n'ont pas de revenus. Donc, soit ils recourent à l'exode, comme on le constate, ils vont dans les grandes villes, soit ils recourent aux migrations. Donc, il faut arriver à faire en sorte que des dynamiques de production dans les zones rurales puissent être instaurées pour que nous puissions avoir plus d'occupation des habitants dans les zones rurales et non pas seulement comme seule alternative que d'aller dans les grandes villes ou de quitter les zones où ils habitent. Maintenant, si vous allez dans les zones urbaines, c'est là où on commence effectivement à avoir des notions qui s'approchent du chômage au sens occidental du terme. Parce que là, les gens vivent en ville, ce sont des activités salariées classiques. Il n'y a pas forcément de production rurale, d'élevage ou autre type d'activité de la nature qui font que les gens ont besoin d'être salariés, de créer leur entreprise ou de travailler dans d'autres domaines, le domaine tertiaire pour prestations de services et autres. Et là, nous manquons suffisamment d'imagination. Parce que la ville est un espace où foisonnent des idées. Et tout ne doit pas être stéréotypé. Nous avons des métiers qui sont urbains par excellence, qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant sur le continent pour arriver à créer de véritables chaînes de valeur dans les productions de services, en accompagnement de l'industrie et d'autres domaines, pour là aussi jouer sur l'occupation des populations et donc sur le niveau d'épanouissement individuel et collectif. Quand on lit le livre, on a comme l'impression que vous vous êtes chargé de porter la parole de la jeunesse. Vous ne manquez pas de mots, hein. Par exemple, vous dites ici une jeunesse sans repère, sans instruction véritable ni formation adéquate, manipulable à souhait, transformée en bras armés et pour des apprentis sorciers de tout acabit, extrémistes, religieux, trafiquants, rebelles, etc., poussés à scier la branche sur laquelle elle est assise, persuadée de créer ainsi les conditions de lendemain meilleur. Et plus loin, vous dites, le manque d'exemplarité affiché par le leadership crée des fossés entre les dirigeants et la base, cloisonne nos sociétés, restreint l'intégration sociale entre les différentes catégories de citoyens et creuse ainsi le lit de la méfiance, de la suspicion et des confrontations. Cela frustre la population et rend fébrile le leadership, limite le dialogue et la collaboration et crée un environnement de tension et de conflit. Et donc, comme je vous l'ai dit dans le livre, vous ne faites pas vraiment d'arbitrage. Vous dénoncez. Vous-même, vous êtes un leader, vous-même, vous êtes en politique. Vous avez été Premier ministre, pourtant, vous n'allez pas de main morte pour tacler cette façon de faire-là de la politique malhonnête. Et ce qui crée aussi une jeunesse qui est à fleur de l'âge, qui pourrait travailler, qui pourrait contribuer à développer le pays, mais qui ne fait rien. Et donc, finalement, qu'est-ce que vous attendez comme retour par rapport à cette façon-là de présenter votre livre dont vous parlez de la jeunesse africaine? Je pense que nous avons passé l'étape où il faut prendre des gants, à mon avis. Et nous devons tous, chacun, les leaders, les jeunes, d'autres couches de la population, faire notre mea culpa. Le problème de la jeunesse en Afrique a atteint un tel point critique que souvent ce n'est plus de la chirurgie fine qu'il faut, mais c'est la chirurgie de guerre qu'il faut appliquer. Donc, et là, ça ne passe pas si on ne fait pas un diagnostic le plus précis possible. Quand je parle d'exemplarité du leadership, je pense que tout le monde en convient sur le continent. C'est le cas dans tel pays, c'est le cas de manière générale. Le leadership en Afrique ne se caractérise pas vraiment par son exemplarité. Et aujourd'hui, l'action des leaders constitue presque un repoussoir pour la jeunesse, pour la population de manière générale et pour la jeunesse, parce qu'elle ne se retrouve pas dans cette action. Quand la gouvernance se traduit par l'enrichissement personnel, quand elle se traduit par un fossé ou un mur entre les dirigeants et les populations qu'ils doivent pourtant servir,
ben, il y aura deux mondes parallèles. Il n'y aura pas de collaboration. Ce diagnostic est un diagnostic qui est objectif et chacun a sa part. Vous l'avez souligné, il y a un bon tiers du livre où je m'adresse aux jeunes, avec la symbolique de Sunyata, où je dis le jeune aussi doit comprendre que malgré sa situation difficile, il est quand même le capitaine de son âme, quoi. Donc il faut que lui aussi, il apprenne à se sortir des difficultés. Mais c'est clair que Parlant de Sunyata, vous avez parlé de goût de l'effort. Goût de l'effort, esprit de sacrifice, s'impliquer et avoir la force de caractère de faire face à l'adversité et de ne pas tomber dans la victimisation. Voilà, c'est vraiment ça, de ne pas tomber dans la victimisation. Et plus loin, vous parlant des jeunes, hein, vous vous êtes adressé à eux, vous avez dit, l'exemplarité implique la responsabilité et trouve son illustration dans la bonne gouvernance. Ça, c'est pour parler des dirigeants. Plus loin, vous dites que affirmer sa citoyenneté va de pair avec l'engagement politique. En gros, vous voulez dire que pour peser dans la citoyenneté, le jeune doit s'engager dans la politique. Ça, je vous vois venir. Dans cette partie, si vous l'avez vu, je commence d'abord par expliquer c'est quoi un citoyen. Où je dis aux jeunes, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre école, sur votre lieu de travail, essayez de vous impliquer pour aider les autres. Soyez conscients. Maintenant, si vous arrivez à un certain niveau de citoyenneté, vouloir exercer une responsabilité publique, c'est aussi un stade supérieur de citoyenneté pour moi. Moi, ma conception de la politique, c'est vraiment le stade suprême ou le métier le plus noble qui puisse exister, puisque c'est consacrer sa vie aux autres. Ça, c'est le sens que je considère comme objectif ou normal de la politique. Maintenant, quand on regarde le paysage politique dans nos pays, ce n'est pas souvent le cas. Donc, parler de ça, c'est idéaliste. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas ça qu'il ne faut pas en parler. Sans vous interrompre, en fait, notre problème en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on aurait du mal à citer des exemples. Et quand vous prenez un pays comme le Mali, ou un pays comme le Burkina ou la Côte d'Ivoire, en fait, l'un des problèmes aussi, c'est que les jeunes n'arrivent pas à s'identifier en dehors des joueurs, en dehors de footballeurs et quelques artistes chanteurs. Et quelque part, je dis dans le livre que l'exemplarité n'est pas aussi forcément exemplarité nationale. Il y a l'exemplarité locale. Bien sûr. Vous connaissez un peu le Mali? Non, je connais bien le Mali. Bon, d'accord. Admettons, vous connaissez bien le Mali. Vous connaissez l'intérieur du Mali. On prend l'exemple de chez vous, Bla. Bla. Vous avez des jeunes dans la ville de Bla qui sont en dessous des radars, qui ne sont connus par personne, mais qui sont des citoyens extraordinaires dans leur quartier, dans leur carré, qui font beaucoup de choses. Ceux-ci, il faut qu'on apprenne à les mettre en avant. Que les leaders locaux, les maires, les députés, les conseillers municipaux et autres, mettent un peu en avant cette exemplarité locale pour que le jeune, au lieu de chercher l'exemplarité internationale ou nationale, qu'il apprenne aussi à savoir qu'il y a son cousin ici, qui fait beaucoup de choses dont il peut s'inspirer. Je pense que l'exemplarité n'est pas aussi forcément une exemplarité extraordinaire. Moi, pour appuyer ce que vous dites, en fait, ce que j'ai dit juste avant votre définition de l'exemplarité, c'est toujours une question de représentativité. C'est vrai qu'en qui aujourd'hui les jeunes se reconnaissent. Quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est à des chanteurs de coupé-décalé. Vous prenez le Mali aujourd'hui, les gens s'identifient à Gaspi, à Ibawan. Mais finalement, quel message ces gens véhiculent? Et ces leaders locaux dont vous parlez qui font des choses positives pour la collectivité, les gens ne les voient pas. Et comment faire pour que eux deviennent les vrais modèles? C'est là la problématique. C'est ça la question. Cela étant dit, vous avez des rappeurs qui sont aussi, de par leur discours, non, je n'ai pas dit les rappeurs, j'ai cité deux personnes. Mais voilà, donc non, juste pour dire que quel que soit le métier exercé, on peut le faire bien avec talent et amener les uns et les autres. Ça, c'est aussi de l'exemplarité positive. Mais pour revenir à l'exemplarité sous les radars, dans le quartier, il revient aux leaders locaux. Le maire, moi j'ai exercé un mandat de maire au niveau de la commune 4 de Babanko et j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, les associations de jeunes, pour que les associations les plus dynamiques soient mises en avant. On a créé un journal communal, par exemple, j'en parle dans le livre,
et où on met en avant les initiatives porteuses et les initiatives conduites par des jeunes entrepreneurs socialement ou même économiquement pour que d'autres jeunes puissent savoir, bon voilà, on n'a pas besoin d'aller, je ne sais pas, au niveau national. Déjà dans notre quartier, on a des gens qui réussissent et qui réussissent bien. Je pense que ça aussi, c'est une piste qu'il faut qu'on apprenne à arpenter. Et de manière générale, le local est un axe important en Afrique pour l'épanouissement des jeunes. Il nous reste 5 minutes, hein, donc on va essayer d'accélérer. Dans le chapitre « La jeunesse, une bombe ou une chance », vous dites « Nos pays n'investissent pas ce qu'il faut pour convaincre nos populations d'organiser leur reproduction dans l'intérêt bien compris des futurs enfants et de la famille plutôt que de les laisser s'imposer à eux au gré du hasard. » En fait, dans tout le livre, vous ramenez chaque fois la démographie au problème de la jeunesse. C'est un peu ça. Et vous dites aussi plus loin que si la Chine est parvenue en 20 ans à devenir l'un des pôles industriels mondiaux majeurs, elle le doit à la qualité de ses ressources humaines et à son système éducatif. Mais celui-ci n'a pu être performant que lorsqu'il a pu gérer de façon rationnelle le flux des enfants qu'il intégrait. Est-ce que vous êtes prêt à proposer aux Maliens d'aller vers le système de l'enfant unique? Non, non. Non, cela n'est pas possible parce que nous n'avons pas les mêmes organisations étatiques. Nous n'avons pas les mêmes rapports entre l'autorité et la base. L'État est très fort en Chine, ce n'est pas le cas chez nous. Mais par contre, le Mali a une chance que la Chine n'a pas. C'est que nous avons, nous, des corps intermédiaires, des organisations intermédiaires qui peuvent être de très bons leaders pour amener une politique publique à être bien comprise par la population. Sur la question de la démographie, il faut simplement cesser d'avoir peur d'aborder la question. Je pense que chez nous, en particulier, les pesanteurs sociaux, les pesanteurs religieux et autres font que aborder la question de la natalité, de la démographie, c'est prendre le risque d'avoir tout de suite une porte fermée devant soi. Il faut aller vers les leaders d'opinion pour leur dire « nous avons un problème ». Ce problème s'illustre sur le plan de l'éducation par une baisse de qualité importante. Nous n'arrivons pas à gérer les flux. Sur le plan de la santé, on n'arrive pas à encadrer la population. Sur d'autres plans, on a du mal. Donc, on laisse totalement entre les mains des familles la gestion de la démographie, de leur reproduction et autres. Et finalement, le réflexe le plus commode, c'est de dire, comme beaucoup d'enfants vont mourir, donc je vais faire le maximum pour que ceux qui meurent, meurent et puis les autres puissent vivre. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément un bon calcul. Donc, il faut que la collectivité puisse aider les familles et mettre des systèmes à leur disposition leur permettant de mieux prendre en charge leur reproduction et de donner plus de services à peu d'enfants et à augmenter la qualité de ces ressources humaines. Je pense que c'est une question majeure qu'il faut qu'on aborde et en ayant beaucoup de débats au niveau de la société. Dans un chapitre, vous dites que pourtant, on l'envie, cette jeunesse africaine. Elle est multiculturelle, elle a vécu un brassage, elle est assez créative, mais comment lui faire comprendre ça pour la placer dans le concert des nations de sorte qu'elle n'ait pas forcément envie d'aller ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on est sur un beau plateau, ceux qui nous regardent, évidemment, ça leur donne envie, ils ont envie d'être là, etc. Et comment leur faire comprendre qu'ils pourraient créer la même chose chez eux? Je pense qu'il faut lui faire confiance. Il y a tout un chapitre du livre sur « il faut qu'on fasse confiance à la jeunesse ». Aujourd'hui, la jeunesse africaine est une jeunesse connectée, est une jeunesse qui vit dans son monde, qu'elle soit rurale et urbaine. Moi, je parcours notre pays de long en large, je vais dans d'autres pays. Je vois que les gens, même s'ils sont à des centaines de kilomètres des centres urbains, ils sont connectés grâce à l'essor des nouvelles technologies, aux smartphones et autres. Donc, il faut qu'on sache que nous avons une jeunesse qui peut aussi créer, qui peut innover, qui peut produire, qui peut apporter sa part à la collectivité. Donc, il faut qu'on lui fasse confiance. Lui faire confiance, c'est de l'écouter. Lui faire confiance, c'est de travailler avec elle. Les élites, je parle des élites qui doivent apprendre à travailler avec les jeunes. Lui faire confiance, c'est aussi de lui donner des responsabilités, quitte à s'effacer et à laisser les jeunes exercer des responsabilités importantes. Lui faire confiance, c'est de ne pas décider à sa place. Aujourd'hui, les politiques de jeunes sont décidées par des gens qui ne sont pas jeunes, sont mises en œuvre par des gens qui ne sont pas jeunes. Alors que les jeunes connaissent nettement mieux leurs réalités, leurs conditions, leurs situations et les solutions à leurs problèmes que les moins jeunes. Donc il faut qu'on arrive vraiment à configurer nos États de telle sorte de situer la jeunesse au cœur de l'action publique. Et là, de toute façon, soit on est obligé
d'aller dans ce sens, et c'est dans notre intérêt, soit un jour ou l'autre, les jeunes vont nous l'imposer. Et ça, il faut éviter cela, parce que quand les jeunes se décident d'imposer quelque chose, ça peut déménager, comme je le dis quelque part dans le livre. En tout cas, comme vous le dites si bien, la démographie galopante de l'Afrique ne doit pas être une peur, elle doit plutôt être maîtrisée. Il faut repenser des instruments pour la maîtriser, pour faire en sorte que ça devienne un marché, que ça devienne un capital de production. Pour rappel, hein, l'Afrique du Sud, 53 millions d'habitants, le Nigeria, 180 millions d'habitants, l'Éthiopie, 100 millions d'habitants, l'Égypte, 88 millions d'habitants. Cherchez les pays les mieux classés sur les indices de développement ou en termes de PIB, vous trouverez que ces pays-là sont dedans. Donc, ce n'est pas une plaie en soi. Et donc, c'était l'émission Un livre, une histoire avec l'ancien Premier ministre Moussa Mara qui nous a fait l'honneur de venir faire la promotion de son livre chez nous. Officiellement, il sort le samedi 25 juin. Donc, il animera d'ailleurs une conférence à ce sujet où vous êtes tous invités. Si vous avez un dernier mot à l'endroit de cette jeunesse africaine, je vous laisse le faire en 30 secondes et on va clôturer le... Non, c'est simplement de croire en elle-même. C'est-à-dire chacun individuellement, on doit croire en soi. On doit se battre, on doit fournir des efforts et on doit cesser de se victimiser. Quand on croit en soi, on y arrive. Et moi, je suis fondamentalement positif quant à l'avenir de la jeunesse africaine. Jeunesse, c'est vigueur, c'est créativité, c'est innovation, c'est intelligence aussi. Et donc, je pense qu'avec un minimum d'efforts de part et d'autre, on peut nouer un nouveau partenariat entre les élites et la base qui va porter le continent dans les décennies à venir. Merci de nous avoir suivis. C'était un livre et une histoire avec Moussa Mara. C'était le premier numéro. Je vous espère que ça vous a plu et on en aura d'autres. À la prochaine. Manga